Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure, désormais à partir de 17h. Pour cette émission, les marchés qui rebondissent, le rebond se poursuit aujourd'hui avec un CAC 40 qui repasse au-delà des 6600 points, alors que les investisseurs attendent la communication de la Réserve fédérale américaine ce soir à partir de 20h pour le communiqué et 20h30 pour la conférence de presse de Jérôme Powell. Un des grands intérêts de cette réunion de la Fed, ce seront les nouvelles projections économiques jusqu'à l'horizon 2024. L'horizon de prévision est rallongé d'1 an du côté de la Réserve fédérale américaine. Et puis on aura également une version mise à jour des projections de taux directeurs anticipés par les différents membres de la Réserve fédérale américaine. Le fameux nuage de points. Est-ce que la Fed signalera des hausses de taux dès l'an prochain, un peu plus que prévu en 2023? C'est une des questions qui sera à suivre ce soir. On parlera du sujet Fed dans un instant avec un économiste, le président de BSI Economics, qui sera avec nous par téléphone. Et puis le sujet Evergrande qui reste le sujet chaud du moment, avec un signal rassurant pour l'instant, en tout cas envoyé par le promoteur immobilier chinois qui a garanti le paiement d'un intérêt sur une obligation domestique libellée en yuan, mais on sait que d'autres échéances arrivent sur des obligations internationales libellées en dollars notamment. Pour donner un peu la mesure du mur de la dette qui fait face à Evergrande aujourd'hui, notez qu'il y a plus de 660 millions de dollars d'intérêts qui doivent être payés d'ici la fin de cette année et que au total, le groupe a 30 milliards de dollars de dettes devant lui avec des échéances de moins de 12 mois. Voilà donc pour le mur Evergrande qui reste le sujet chaud du moment sur les marchés. Et puis on parlera marché et gestion alternative à travers les résultats d'ABC Arbitrage, société d'investissement alternatif cotée, et son président Dominique Séolin sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et le rebond se prolonge aujourd'hui. Les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris campe sous le signe du rebond, alors qu'hier encore, l'affaire Evergrande et son potentiel impact sur le secteur immobilier provoquaient une grande inquiétude. Une annonce semble détendre légèrement l'atmosphère aujourd'hui. Le promoteur affirme être parvenu à un accord avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette. Evergrande, dont la dette représente 2% du PIB de la Chine. Plus précisément, dans un communiqué adressé à la bourse de Shenzhen, le groupe nous apprend la négociation par l'une de ses filiales, Enga Real Estate, d'un plan de remboursement d'intérêts sur une obligation à échéance 2025. Cet engagement est bien accueilli alors que la réunion du comité de politique monétaire de la Fed prend fin ce soir. L'agenda du jour est donc dominé par la décision monétaire qui en découlera. Le marché s'attend à d'éventuelles indications sur le calendrier de la réduction de son programme d'achat d'actifs. Seront également surveillées les nouvelles projections économiques. Elles incluront pour la première fois les prévisions pour 2024, mais la préoccupation du jour sera celle des estimations des membres du Conseil sur l'évolution des taux d'intérêt. À noter que le communiqué de la Fed sera publié à 20h. Il sera suivi une demi-heure plus tard par la conférence de presse de Jérôme Powell. Sur le plan des valeurs, on commence avec une envolée. L'action du groupe britannique Antin s'envole autour de 7% après avoir reçu une proposition de rachat de plus de 22 milliards de dollars du groupe américain de jeux et paris DraftKings. La plus forte hausse du CAC est attribuée à ArcelorMittal qui progresse de plus de 4%. Greenpeace, Anticor et l'association La Sphinx accusent Patrick Pouyanné, aussi membre du conseil d'administration de Polytechnique, d'avoir profité de ce statut pour obtenir l'implantation d'un centre de recherche de l'entreprise dans l'enceinte de l'école. Le parquet national financier a été saisi. Icade Santé, filiale du groupe immobilier Icade, indique prévoir une croissance de son bénéfice net d'environ 6% par an en moyenne d'ici à 2025 et un taux de distribution d'au moins 85%. Et puis JCDecaux remporte l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi le français comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais pour une durée maximale de 10 ans. Tendance, mon ami, c'est chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen sur Bismart.
Quelques remarques sur deux des grands enjeux du jour pour les investisseurs sur les marchés, la Fed et Evergrande. On en parle avec Victor Lequillerier qui est avec nous par téléphone, le président de BSI Economics. Bonjour Victor et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. BSI Economics qui est un think tank qui rassemble la nouvelle génération d'économistes français et européens. Partons de la Fed peut-être pour commencer avec vous Victor. Où est-ce que vous placez les enjeux de cette réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui va se conclure dans les prochaines heures avec la communication attendue ce soir à partir de 20h. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant à suivre à travers cette réunion, Victor ? Alors, bonjour Grégoire. Alors, pour moi, il y a effectivement deux points importants. Le premier, il porte sur les dot plots, donc les projections des taux d'intérêt des membres du comité de politique monétaire. Et le deuxième sujet, c'est le tapering. Donc sur les dot plots, à quoi on peut s'attendre? À ce qu'il y ait en fait au niveau du dot plot médian, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une hausse des taux qui interviendra en 2022. Toutefois, il faut être assez méfiant parce qu'il ne faut pas surinterpréter l'information. On est quand même dans une phase où la Fed se laisse la possibilité de réfléchir et il y aurait plutôt un rythme d'accélération des hausses de taux à partir de 2023. À moyen terme, c'est intéressant parce qu'on va voir, c'est ça l'information sur les dot plots la plus importante, c'est qu'on va voir les projections 2024 et on va voir comment la Fed et comment les membres du comité de politique monétaire interprètent les derniers signaux, notamment sur les risques de stagflation, mais aussi sur les perspectives de croissance américaine. Le deuxième sujet, c'est porte plus sur le tapering. Donc sur le tapering, à quoi on peut s'attendre? Pas grand-chose aujourd'hui. Ce sera plutôt autour de novembre qu'on en saura plus. Il y aura notamment des éléments sur le rythme de ralentissement des achats, sur la composition. Est-ce qu'il y aura moins d'achats de mortgage-backed securities parce que justement le marché de l'immobilier est en pleine progression actuellement. Toutefois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le tapering, pourquoi il n'intervient pas aujourd'hui? Il n'y a probablement pas d'annonce forte. C'est qu'il y a une situation économique qui est encore un petit peu fragile. On l'a vu avec les ventes de détail de mois d'août et à cause de la situation sanitaire et du variant Delta. Mais surtout, un point important, il concerne le budget et tout ce qu'il y a en termes de négociations en ce moment pour éviter un nouveau shutdown et aussi pour voir s'il y a une possibilité de relever le plafond de l'endettement public américain qui est à 28 000 milliards de dollars et qui pose un gros problème et qui nécessite... La Fed a besoin d'avoir peut-être beaucoup plus d'informations sur la cadence des volumes d'émissions prochainement qui seraient validés grâce à la hausse du plafond d'endettement pour pouvoir mener au mieux son tapering. Et après, le dernier sujet qui pourrait mener à la prudence la Fed sur le sujet du tapering, c'est, comme vous le précisiez, l'autre sujet du moment, tout ce qui concerne Evergrande. Bon, Evergrande qui est pas un objet de régulation pour la Réserve fédérale américaine, mais quand même un sujet de marché global aujourd'hui, justement sur cette question du défaut probable, possible du promoteur chinois, du promoteur immobilier chinois. Victor, qu'est-ce que vous dites là aussi? Où est-ce que vous placez les enjeux? Est-ce qu'un défaut, parce qu'il a été anticipé, parce qu'il a été prévu, devient un non-événement? Ou est-ce que quand même ça reste un événement de crédit d'une entité importante sur le marché immobilier chinois, avec des ramifications importantes au niveau local, domestique, dans la deuxième économie du monde? Est-ce que forcément c'est un événement qui peut avoir des répercussions? Comme vous le dites, ça reste un événement de crédit, même si on a eu des signaux plutôt moins négatifs ces derniers jours qui nous rassurent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce matin, on a eu aussi deux nouvelles informations deux informations pour un effet signal qui est fort. C'est que tout d'abord, comme vous le précisiez, il y a eu un accord pour que certaines obligations sur le marché domestique puissent être remboursées dans les temps. Toutefois, il faut pas, c'est pas quelque chose qui va mener à zéro défaut de la part des Evergrande. On sait que ça va arriver, mais c'est plutôt positif parce que ça montre qu'on est peut-être en cours de restructuration et de négociation avec l'État chinois qui laisse à penser que ça va être organisé. Et au-delà de ça, il y a eu des injections ce matin de près de 14 milliards de dollars par la Banque centrale pour éviter qu'il y ait un stress sur le marché des liquidités interbancaires. Et ça, pareil, c'est un effet signal qui montre que les autorités sont prêtes à intervenir. Toutefois, comme vous le disiez, il y aura un impact. Et cet impact-là, on a encore des difficultés aujourd'hui pour l'estimer. On sait qu'il y en aura un sur le marché immobilier chinois, qu'il y en aura un sur les marchés financiers, notamment sur le segment high yield, surtout les entreprises immobilières.
et aussi sur les acteurs financiers qui sont eux-mêmes directement connectés à Evergrande. Et on pense notamment peut-être au système bancaire, sachant que le système bancaire a certes des reins solides, en tout cas les grandes banques. C'est peut-être moins le cas pour les petites banques, notamment dans les régions rurales, qui si jamais il y avait un défaut, sachant que 50 milliards d'endettement, c'est des prêts bancaires, si jamais il y avait un défaut d'Evergrande sur ces prêts bancaires, ces banques-là, qui ont des ratios de solvabilité beaucoup moins élevés, auraient peut-être moins de facilité à encaisser le choc. Ça va être un événement quand même très instructif, Victor, à vous écouter, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette croyance dans les marchés que, à la fin de la journée, Pékin sauve tout le monde. C'est un peu comme ça qu'on a vécu ces dernières années, avec toujours des questions d'endettement privé en Chine qui reviennent, le sujet immobilier qui est bien identifié par les spécialistes et les observateurs. Est-ce que cette croyance est encore valable, ou est-ce que non, c'est un nouveau paradigme aujourd'hui dans lequel il faut peut-être évoluer quand on est en Chine? Alors effectivement, je pense que le changement de paradigme, il a lieu. Ouais. Il y a lieu parce que le sujet de la dette privée, l'endettement des entreprises en Chine, il n'est pas nouveau. Et les autorités, elles sont préparées à ça. Donc elles ont renforcé la réglementation, notamment au niveau de l'immobilier. Ça concerne notamment des plafonds d'endettement pour les entreprises du secteur, aussi une limitation de 40% des encours de crédit pour les banques, et même un renforcement du monitoring, et qui montre bien que les autorités chinoises sont pleinement conscientes de la situation. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a pu constater au cours des dernières années? C'est qu'il y a de plus en plus de défauts d'acteurs importants. Il y a eu Warong, la société financière, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Il y avait eu la banque Baoshang précédemment. Et au-delà de ça, ce qu'on peut voir dans les chiffres, notamment sur les défauts obligataires, c'est qu'ils ont été multipliés par 4 en montant entre 2017 et 2019. Et ça, c'est important, et c'est d'autant plus important que ce qu'on peut voir dans les chiffres, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises publiques, ce qui n'était pas le cas avant, d'entreprises publiques qui font défaut. Et ça montre quoi? Ça montre que la garantie implicite qui existait auparavant, qui garantissait en fait que l'État intervienne tout le temps, est en train d'être un peu bousculée, et que les autorités chinoises suivent un objectif, c'est renforcer la discipline budgétaire et forcer un rééquilibrage économique, notamment au niveau de la gestion financière, que ce soit au niveau des gouvernements locaux, au niveau des entreprises publiques, mais aussi des entreprises privées. Donc c'est un effet signal pour montrer qu'il y a un rééquilibrage de la croissance vers quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Si l'objectif de Pékin est de refroidir le marché immobilier chinois, en admettant que Pékin arrive à ses fins, quelles peuvent être les implications macroéconomiques? Alors déjà pour la croissance chinoise, est-ce que c'est un sujet? Et puis pour le reste du monde également, Victor? C'est vrai que pour l'économie chinoise, c'est un sujet, parce que ça soit le secteur immobilier-construction, à eux deux, c'est 14% du PIB. Donc on sait qu'il va y avoir nécessairement un fléchissement beaucoup plus important, beaucoup plus marqué d'ici la fin d'année, notamment l'investissement immobilier, qui est pourtant un pilier de l'économie chinoise. Donc un ralentissement qui va nécessairement avoir des implications, qui pourrait avoir des implications notamment sur les partenaires commerciaux qui sont très dépendants de la demande chinoise. Et nécessairement, quand la Chine ralentit, ça a un impact sur le reste du monde. Toutefois, il ne faut pas forcément s'emballer. Et il faut peut-être même y voir un petit côté positif, parce que si jamais le ralentissement du secteur de la construction, de l'immobilier, est plus important que prévu, et il y a un réel net ralentissement, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va peut-être provoquer au final une baisse des prix des matières premières, parce qu'on sait que le secteur de la construction est notamment très demandeur sur tous les compartiments de minerais, notamment l'acier. Et au final, un ralentissement du coup de la demande chinoise à cause de la situation d'Evergrande pourrait provoquer en fait une baisse des prix sur les matières premières, ce qui serait plutôt bénéfique au reste du monde. Merci beaucoup Victor, merci pour votre éclairage et vos remarques là, sur les deux sujets du jour, la Fed et Evergrande, le sort du promoteur immobilier chinois. Victor Lequillerier qui était avec nous par téléphone, le président de BSI Economics. Et continuons de parler des marchés et des stratégies d'investissement alternatives. On est dans le monde de la gestion alternative avec ABC Arbitrage et son président du directoire, Dominique Séolin, qui est à mes côtés en plateau. Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. ABC Arbitrage qui a publié ses résultats alors, sur l'ensemble du premier semestre 2021. L'intérêt de la comparaison par rapport à 2020,
de vos résultats, c'est de montrer qu'on revient dans quelque chose d'un peu plus normal. Les paramètres de marché qui sont votre matière première, on va dire, dans les stratégies alternatives que vous développez chez ABC Arbitrage, sont en train de revenir peu ou prou à la normale. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Dominique ? Oui, en partie, c'est vrai. Alors, si on décompose le premier semestre, c'est très intéressant puisqu'on voit une tendance, depuis l'intervention des banques centrales massive en avril 2020, on voit une tendance à la baisse de la volatilité structurellement grâce à ces interventions. Et le premier semestre 2020 n'a pas échappé à cette tendance, c'est-à-dire on démarre le semestre avec une volatilité relativement encore présente, légèrement au-dessus de sa moyenne historique, donc incluant des périodes de 20 ans par exemple, et puis descend progressivement tout au long du Q2, du deuxième trimestre, donc, et poursuit sa descente au troisième trimestre pour tomber sur des points bas parfois ressemblant à des points connus en 2018 ou en 2017. Donc ça, c'est un point vraiment significatif, effectivement, de ce premier semestre. Mais en parallèle de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons encore des volumes sur les marchés qui restent importants, plus importants qu'en 2019 ou en 2018 ou en 2017, sans revenir sur des niveaux de volume qu'on a connus en 2007 ou 2008, évidemment, mais quand même restent quand même assez présents. Et le troisième point qui est significatif, c'est un retour des opérations de fusion-acquisition qui avaient vraiment souffert lors de cette fameuse pandémie de 2020 et qui reviennent en tout cas en nombre. Il n'y a pas de grosses opérations, il y a des opérations plutôt moyennes, mais en nombre, on revient à des niveaux de type 2016, voire même meilleurs que 2016 en nombre d'opérations présentes sur le marché. Donc ça, c'est vraiment caractéristique aussi d'une situation qui se renormalise. Néanmoins, on retrouve encore une caractéristique un petit peu plus technique et un petit peu plus subtile, c'est que nous sommes encore dans un régime de changement de volatilité qui peuvent être des changements brutaux, assez locaux mais brutaux, qui est typique du paradigme des banques centrales, c'est-à-dire en fait on peut avoir des journées très calmes et des journées tout à coup beaucoup plus agitées. On l'a vu récemment vendredi dernier. Exactement. Et je crois encore hier ou avant-hier. Lundi, voilà, on est déjà mercredi. Oui. Et donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment typique de cette ambiance, j'allais dire, de banque centrale, d'avoir des changements de régime parce que les investisseurs ne sont pas dupes, si je puis dire. Là aussi, il y a de quoi agiter ou inquiéter. Les valorisations sont extrêmement hautes, les problèmes géopolitiques, là vous avez parlé tout à l'heure d'Evergrande, ou des décisions à prendre aussi des banques centrales qui voient bien l'inflation quand même qui continue de suivre son chemin. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que plus on avance dans ce paradigme des banques centrales, comme vous dites, Dominique, plus on se retrouve quand même face à des épisodes de résurgence de volatilité très forts, très brutaux, très brefs. Oui. Ce qui montre quand même que cette situation devient instable. Non, parce qu'on voit bien que les marchés sont au plus haut, mais qu'il y a quand même des poches comme ça de tension, de volatilité qui peuvent exploser à tout moment. Oui, je pense que là, vous avez raison, le mot instable est tout à fait correct, je pense, parce qu'effectivement, il y a une série de sujets quand même d'inquiétude, et la grande question est de savoir est-ce que l'économie réelle va rattraper l'injection de liquidités et les valorisations présentes sur les marchés, et donc est-ce que les bénéfices que les entreprises vont présenter sur la durée, pas seulement localement en 2021, vont pouvoir rattraper ces énormes valorisations qui sont présentes sur les marchés. Et c'est vrai que c'est la question fondamentale. On le voit en particulier sur les presque 300 000 milliards de dettes. C'est des chiffres quasiment inhumains à envisager. 300 000 milliards, 300 000 milliards de dettes présents maintenant sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, cotés, non cotés. Et c'est vrai que c'est une question, comment on arrive à sortir de cet endettement, de cette drogue des banques centrales, sans casser les démocraties elles-mêmes surendettées ou sans créer des problèmes sociaux irréversibles. Et vous dites d'une certaine manière, il y aura forcément de la volatilité dans cet environnement de marché. Quelles que soient les décisions publiques, politiques qui peuvent être prises justement pour traiter les sujets devant nous, la transition énergétique, le traitement social de la transition énergétique, le traitement de la dette, etc. Il n'y a pas de bonne manière. En tout cas, il n'y a que des manières qui amèneront de la volatilité sur les marchés. Très probablement. D'ailleurs, c'est encore une fois ce qu'indique un petit peu, les marchés ne sont pas idiots, c'est ce qu'indique cette fameuse indicateur de volatilité de la volatilité, qui reste quand même très élevé, qui montre qu'il y a cette instabilité qui existe. En fait, ce que disent les marchés, en gros, et ce qu'on peut essayer de traduire de manière peut-être plus pédagogique, c'est de dire en gros l'inflation et ou les dettes sont deux sujets sur lesquels, pour en sortir, il va bien falloir prendre des mesures. Vous en avez parlé tout à l'heure avec votre invité, soit de tapering, soit ou de hausse de taux. Et ça va créer soit de la volatilité,
soit des besoins en fonds propres qui ne vont plus passer par les dettes qui étaient faciles quand les taux étaient bas et qui pourraient devenir plus durs avec des taux plus élevés ou avec des surendettements que nous venons d'évoquer. Et donc, il y aura des opérations sur les marchés. Ces opérations sur les marchés vont créer des volumes, des besoins de liquidité et de la volatilité. Et bien sûr, ça va être profitable au groupe ABC Arbitrage, entre autres. Bien sûr. Donc, pour nos activités, on y compte bien, en tout cas. Bon, les stratégies sur la volatilité, effectivement, ça c'est le cœur de métier. Les stratégies liées au M&A aussi, vous l'avez dit d'un mot. Est-ce que c'est des stratégies, d'ailleurs, qui ont été performantes, là, au cours des derniers mois, derniers trimestres? Oui, c'est une très bonne remarque. Ça fait partie du business model d'ABC d'être très mutualisé et d'avoir des stratégies de volatilité et des stratégies plutôt basse volatilité comme le M&A. Et effectivement, si le premier semestre est quand même un très bon semestre, au regard de la baisse de volatilité que nous avons pu constater, c'est aussi parce que le M&A a donné, j'allais dire, sa part de résultats dans ce premier semestre, avec des équipes qui ont été au taquet pour exploiter cette situation de revival du M&A au premier semestre 2021. Et alors, à côté de ces deux grandes stratégies menées chez ABC, non mais je vous vois sourire, j'ai regardé, j'ai vu dans les documents de l'entreprise, c'est pas un secret, il y a des stratégies crypto maintenant. Oui, alors Dominique. Ça c'est un vaste sujet. J'ai raté la grande communication d'ABC Arbitrage sur les stratégies. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Voilà, vous avez raison, on est resté plutôt modeste en termes de communication, mais c'est un sujet passionnant technologiquement. C'est un sujet sur lequel il y a une boîte d'ingénieurs, on le rappelle, on en dira un mot. C'est vrai, société vous avez raison. D'ingénieurs. Donc c'est un sujet passionnant technologiquement parlant et nos équipes adorent ça au niveau technique, la blockchain et tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est un sujet qui est demandé par des clients de plus en plus. Donc c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être absent. Quels clients, Dominique? Plutôt des family office. Aujourd'hui, les statistiques, les sondages qui sont faits au travers des investisseurs, qui sont faits par des grandes banques, disent qu'environ il y a une intention d'investissement dans le domaine quantitatif et alternatif d'environ 12% des investisseurs vers la crypto. Donc c'est beaucoup. C'est à la fois peu, mais à la fois beaucoup. C'est un marché. C'est un marché. Mais bien sûr. C'est devenu un marché. D'autant plus que ce marché acte d'une liquidité non nulle maintenant. Si vous regardez par rapport à il y a 2 ans, la liquidité a explosé. Et donc, typiquement, on ne peut pas, nous, rester absent de ce marché, même si on peut se poser des questions éthiques autour des fameuses crypto-monnaies et puis de la compétition avec les devises souveraines et des démocraties qui ont besoin de ces devises souveraines pour pouvoir exister. C'est quoi l'idée de la stratégie crypto, des stratégies crypto sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir? Enfin, c'est peut-être plus qu'une réflexion d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes en production aujourd'hui avec des vrais résultats intéressants. Nous sommes encore trop tôt dans la réglementation et dans la structuration d'un produit client. Mais nous avons, ça y est, ce que les Anglais appellent le proof of concept, ça y est, c'est réglé, on sait que ça marche. Et on sait que l'apport de liquidité sur les cryptos, finalement, marche par de la réplication de notre savoir-faire sur des produits plus traditionnels comme les actions ou d'autres produits comme les commodities. Sur les cryptos, existe à peu près le même genre de concept, ce qui n'est pas étonnant puisque nous avons aussi des places de cotation, aussi des carnets d'ordre, aussi des échanges, des gens qui veulent acheter et vendre et qui ont besoin de cette liquidité à un instant donné. Donc c'est la volatilité de ce marché des cryptos qui vous intéresse, Oui, alors ce qui est intéressant dans la stratégie d'ABC Arbitrage, c'est de développer sur toutes les assets, tous les actifs donc, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des actifs qui vont être volatiles quand d'autres seront plus calmes. Et typiquement, je pense que c'est pas une surprise ce que je vais dire, le Bitcoin, si je prends que celui-ci, mais d'autres de crypto-monnaies également, ont une volatilité plus importante aujourd'hui que l'equity. On parle de volatilité annualisée autour de 50%, quand celle des actions est plutôt passée inférieure à 20% récemment. Donc clairement, notre idée à nous, c'est d'aller chercher de la volatilité quand d'autres situations sont plus calmes, d'aller chercher de la volatilité là où il y en a. Et donc, ça peut être les commodities, mais les cryptos font partie de cette recherche de volatilité. C'est quoi les conditions de rigueur à réunir pour justement passer de la phase de test, de production à la phase commerciale? Alors, il y a une réglementation qui se construit, et c'est bien. C'est-à-dire, en fait, faut quand même imaginer qu'on est sur un marché qui est un peu Far West, par certains côtés et par certaines devises. Donc il y a des devises majeures qui commencent à acquérir une certaine stabilité de réputation et puis de sérieux. D'autres sont beaucoup plus Far West. Il est rare qu'il se passe 3 mois sans qu'on ait un article sur un piratage, une fraude, quelqu'un qui a perdu sa clé USB. Enfin, je passe des anecdotes. Et donc c'est vrai que c'est un sujet important qui est en train d'être regardé par la réglementation, par les autorités de place. La SEC récemment a dit à Coinbase, qui est une place de cotation donc des crypto-monnaies, qui a dit non, vous ne ferez pas tel ou tel type de produit. Donc on voit bien que les autorités commencent à regarder. Donc tout ça, nous, on doit, en tant que société cotée et en tant que gérant agréé, on doit aussi s'appliquer cette réglementation qui est en train de se développer. Et surtout, on a
pas envie du tout de proposer un produit à nos clients qui pourrait avoir un problème de réputation, un problème de fraude, un problème de piratage. Donc cette transition vers du sérieux, j'allais dire, sur les cryptos est essentielle pour pouvoir construire un produit client. Mais le produit est extrêmement intéressant par rapport à notre savoir-faire. Bon, et puis terminons, mais ça devient presque une habitude, Dominique, c'est les 2 minutes offre d'emploi. Non, mais mais ça fait des années qu'on en parle avec vous, ça fait des années qu'en termes de recrutement, sur la politique RH, donc boîte d'ingénieurs, des compétences techniques très importantes dans les équipes d'ABC Arbitrage, vos concurrents de ce point de vue-là, ce sont les GAFAM. Oui, ça, vous l'expliquez depuis des années. Oui, c'est vrai. Alors, on a 3 concurrents que je m'emploie à essayer d'expliquer quand on me pose la question. Le concurrent GAFAM, qui est le concurrent digital en général, qui est un concurrent légitime, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui monte en puissance depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui est un très haut niveau de recrutement, un très haut niveau d'expertise. Loin de moi l'idée de les sous-estimer là-dessus. Mais donc, ils recherchent les mêmes compétences que nous, à peu près dans les mêmes domaines. Je dis souvent que nous, on a fait du big data sans le savoir, avant même que le vocabulaire existe. Aujourd'hui, il existe, c'est recherché, data scientist, des choses comme ça. C'est effectivement ce que nous recherchons aussi. Mais nous avons 2 autres types d'acteurs, ce que j'appelle, de manière un peu péjorative, vous m'en excuserez, les zombie compagnies, c'est-à-dire les sociétés qui n'ont pas de rentabilité immédiate en tout cas et qui sont en difficulté en termes de rentabilité, mais qui trouvent des financements pour des raisons qu'on connaît, avec, etc., les banques centrales, bref, et donc qui ont la capacité de recrutement et qui viennent aussi chasser sur les mêmes territoires que nous, et réciproquement, j'allais dire, on va aussi chasser. Ça, c'est une intensité concurrentielle qui ne devrait pas exister, mais qui reste là. Qui reste là, et qui existe depuis quelques années, et qui est plutôt stable, bon, plus ou moins, ça peut être un peu cyclique, mais voilà. Et la troisième compétition à Paris, en tout cas, c'est le Brexit, et c'est un phénomène qui a été plus fort que ce que nous pensions, c'est-à-dire les banques qui ont délocalisé de Londres vers d'autres destinations, dont Paris, sont assez agressives en termes de recrutement à Paris, et tout ça au bénéfice bien sûr des profils ingénieurs et développeurs que nous recrutons chaque jour. Est-ce que est-ce que le sujet crypto que vous développez chez vous, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à attirer justement de nouveaux talents, alors, les métiers de la finance étant plus autant en vogue qu'il y a 20 ans. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que vous avez raison. En fait, pour caricaturer un tout petit peu, il y a une petite vingtaine d'années, 80% des ingénieurs, et d'ailleurs les directeurs d'écoles d'ingénieurs s'en plaignaient, allaient soit vers la finance, soit les cabinets de conseil en stratégie. C'était l'âge d'or de la finance et des cabinets de conseil en stratégie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et effectivement, l'idée est de pas proposer ceux qui gagnent de l'argent. C'est important, mais c'est pas le nerf de la guerre, et ça n'a jamais été d'ailleurs chez ABC. C'est de proposer des projets qui sont sexy, intéressants, motivants et qui sont novateurs. Et explorer ce nouvel univers, ça fait partie justement des avantages que vous pouvez proposer. Tout à fait. Et alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que même les univers traditionnels, il y a encore tellement à faire, c'est ça qui est magique, tellement d'idées à développer, tellement de stratégies à mettre en place pour nos clients et nos actionnaires. Je pense que la crypto est un domaine un petit peu médiatisé et un petit peu plus publicitaire, mais globalement, la finance quantitative telle que nous la pratiquons est encore un domaine incroyable en termes d'excitation intellectuelle. Ça, je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Dominique. Merci de venir nous voir régulièrement pour parler d'ABC Arbitrage et des enjeux de marché, de l'industrie de la gestion d'actifs et de l'industrie de la gestion alternative, en l'occurrence. Dominique Séolin, le président du directoire d'ABC Arbitrage, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.